Bah, je vais laisser la main à Parfait. Christophe. Merci beaucoup Iris. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Christophe Elarac. Je suis Practice Manager en charge de la Practice Capital Market Technology chez Margot. Pour vous donner un peu plus de contexte sur mon parcours, donc moi j'ai commencé sur la partie trading chez BNP, ensuite sur la partie sales chez Société Générale. Ensuite j'ai rejoint du coup une autre ESN sur la partie un peu gestion de portefeuille, gestion d'actifs. Donc j'étais superviseur des fonds d'investissement à la BNP. Ensuite, je me suis dirigé vers la gestion de projet, toujours côté finance. Donc j'étais billet trading sur la partie commodities chez Engie. Et ensuite, j'étais billet / responsable de projet sur toute la partie monétaire chez Amundi. Okay. Donc aujourd'hui, chez Margot, moi j'occupe le rôle de Practice Manager. Donc je pilote une équipe de 30 consultants qui vont intervenir sur différents périmètres, secteurs de la CIB. Notamment des personnes qui sont sur la partie support dev, business analyst, dev fonctionnel et IT compte. Okay. Donc à la fin de cette conférence, je vous ai mis un QR code si jamais vous souhaitez discuter avec moi. Donc vous pouvez booker un créneau de 30 minutes la semaine prochaine, à partir de cette semaine et la semaine prochaine, pour booker un créneau de 30 minutes, échanger avec moi sur soit l'émission qu'on peut vous proposer, ou tout simplement vous avez des questions sur la conférence ou sur la partie finance. Je suis assez flexible, donc n'hésitez pas à la fin de la conférence de bien scanner le QR code et ensuite on pourra échanger vous et moi sur les différentes questions que vous aurez. Okay. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant et très concret parce que ça va toucher du coup un grand nombre de personnes, donc des gérants de portefeuille, des investisseurs ou toute personne qui souhaite tout simplement avoir un panier d'actions ou un portefeuille d'actions. D'accord, on va voir effectivement comment l'actualité va venir impacter les marchés financiers et comment moi je dois, en tant que gérant, investisseur ou peu importe, adapter mon portefeuille aux différents news que je peux voir sur le marché. Okay. Donc pour ça, j'ai divisé cette présentation en 4 parties. Première partie, c'est justement comprendre l'impact des news de l'actualité sur les marchés financiers. Deuxième partie, on va parler des fondamentaux, donc très important, comprendre ce que fait un gérant, pourquoi il fait ça, quel est son rôle, comprendre également les différentes méthodes de gestion de portefeuille, c'est quoi une gestion active, c'est quoi une gestion passive, pourquoi je dois utiliser une gestion passive plutôt qu'une autre, ça on va le voir également. Ensuite, on va rentrer dans le concret, donc j'ai préparé une étude de cas, donc là ça va être intéressant parce que je suis parti d'un portefeuille initial, d'un portefeuille que j'ai créé spécialement pour la conférence, qui est basé sur différentes hypothèses, notamment sur une hypothèse où l'économie est stable, et en fonction des différents événements et en fonction des chocs économiques, je vais voir comment mon portefeuille réagit et comment je dois adapter mon portefeuille en fonction de ces différents scénarios. Okay. Et dernier point, on va conclure, donc on va revenir un peu sur ce qu'on a vu. On va voir effectivement comment la méthode active s'est comportée face à une gestion passive. Et on va voir effectivement quelle est la meilleure stratégie. Okay. Très bien. Commençons par l'introduction. Alors très simple, aujourd'hui beaucoup de personnes pensent que les marchés financiers sont imprévisibles. Beaucoup de personnes pensent ça, mais en fait c'est tout l'inverse. On peut prédire l'évolution future des marchés financiers et pour ça on va se baser sur des indicateurs macroéconomiques. Okay. Par exemple aujourd'hui, il faut que vous gardez en tête que les marchés sont cycliques, c'est-à-dire ils ont besoin d'événements, des chocs économiques pour survivre. Okay. Par exemple les crises qu'on a pu voir dans le passé, l'inflation, les différentes élections des présidents américains, eh bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les marchés financiers, ils ont vu ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, et on va les voir dans 10 ans et dans 20 ans. Donc, c'est quelque chose de très récurrent, et les marchés financiers ont vraiment besoin de chocs économiques pour survivre. Okay. Par exemple, le Covid, dès qu'on a, je crois que c'était en 2020, je pense que vous avez tous la crise du Covid en tête, eh bien, au tout début, on ne savait pas comment le Covid allait se comporter, comment l'épidémie allait se comporter. Donc dès que le virus est resté en Chine, on ne savait pas comment les marchés allaient se comporter. On a vu que les marchés américains, européens, ça ne bougeait pas beaucoup. Donc on était très observateurs. Et dès que le virus
a commencé à toucher le territoire américain et européen, c'est là que les marchés financiers ont réagi. Okay, et on a vu en quelques semaines différents secteurs qui ont vu leur valeur exploser et d'autres secteurs qui ont vu leur valeur chuter. Et on va comprendre pourquoi et quels sont les secteurs qui ont augmenté, chuté et comment identifier ces différents secteurs. Okay, pareil pour l'inflation. L'inflation, elle est due à quoi? Elle est due justement aux décisions prises par les gouvernements durant la période du Covid. Et effectivement, les prix ont augmenté. Et quand les prix augmentent, il n'y a pas 40 000 solutions pour résoudre ce problème-là. La BCE, la Fed vont intervenir et vont décider d'augmenter les taux. Et en augmentant les taux, il y a une réaction directe sur les marchés parce qu'il y a une relation inverse, et ça c'est strictement vrai tout le temps, relation inverse entre l'inflation et la valeur des actions sur les marchés. Dès que l'inflation augmente, les marchés vont chuter. Okay, et là pareil, on peut identifier directement à partir d'indicateurs macroéconomiques quels sont les secteurs qui vont exploser et quels sont les secteurs qui vont être pénalisés. Okay, et ça c'est ce qu'on verra du coup aujourd'hui. Pareil pour l'élection de Trump, parce que Trump arrive du coup sur le territoire américain et change pas mal la donne, notamment avec les ambitions qu'il possède et qu'il souhaite mettre en place. Donc lui, ce qu'il veut, il veut faire de l'économie américaine la meilleure économie, et pour ça, il va devoir prendre des décisions, notamment sur les impôts. Il va réduire les impôts, il va essayer de relocaliser la production aux États-Unis. Donc ça, on va voir effectivement pourquoi il veut faire ça et comment il va faire ça. On va voir quels sont les secteurs qui vont être impactés, quels sont les secteurs qui vont gagner. Okay, mais je pense qu'on a quelques indices avec ce que je vous ai dit. Du coup, pourquoi il est crucial d'adapter son portefeuille à l'actualité? C'est plutôt simple. Si je reste passif, c'est-à-dire je ne touche pas à mon portefeuille et je laisse les scénarios économiques toucher mon portefeuille, effectivement la valeur de mon portefeuille va fortement chuter. Donc je me dois en tant que gérant, en tant qu'investisseur, d'adapter mon portefeuille face aux différents scénarios. Okay, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous parler de la gestion de portefeuille. C'est quoi le rôle d'un gérant de portefeuille? Il y a 2 semaines, j'ai échangé avec une consultante justement sur la gestion de portefeuille. Elle me disait que le gérant de portefeuille, c'est une personne qui va choisir des actions et le laisser sur son portefeuille et voir un peu comment le portefeuille évolue en fonction de l'évolution des marchés. En fait, il y a une partie qui est vraie, il y a une grosse partie qui n'est pas forcément vraie. Le gérant de portefeuille, il a un rôle très stratégique parce que c'est lui qui va mettre en place la stratégie. Okay, et son rôle, il va être découpé en 3 grands principes. Le premier principe, ça va être l'anticipation. Un bon gérant doit toujours être à l'affût des signaux avant-coureurs, c'est-à-dire qu'il va toujours regarder en amont les indicateurs macroéconomiques, comme par exemple l'inflation, la hausse des taux, les résultats des entreprises, parce que typiquement les résultats d'entreprise vont jouer un rôle très important sur l'évolution des secteurs et de manière globale sur l'indice en question. Et il va devoir du coup anticiper tout ça, quels sont les secteurs qui vont gagner, quels sont les secteurs qui vont perdre. Okay, par exemple, quand l'inflation augmente, moi gérant, je me dois d'identifier en amont quels sont les secteurs qui vont tirer parti de cette nouvelle réalité et quels sont les secteurs qui vont potentiellement chuter. Okay, une fois que c'est fait, le gérant il doit ajuster son portefeuille. Très important, parce que même si j'ai les meilleures anticipations, si je n'ajuste pas mon portefeuille, ça ne sert strictement à rien. Donc je dois ajuster mon portefeuille de manière à modifier de manière rapide mon allocation sectorielle. Okay, par exemple, si l'inflation augmente, je dois vendre et acheter des actions qui vont potentiellement faire de mon portefeuille un portefeuille plus solide face à la chute des marchés et tirer parti de cette nouvelle réalité. Okay, et troisième point qui est le plus important dans la gestion de portefeuille, c'est gérer le risque. Parce qu'un gérant de portefeuille, il va d'abord limiter les pertes et ensuite effectivement essayer de faire des gains sur les marchés. Une fois que ça c'est bon, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parfait. Donc maintenant on va voir ce que c'est la gestion passive. La gestion passive, elle est assimilée aujourd'hui à la stratégie buy and hold. Je pense que vous connaissez tous cette stratégie. C'est j'achète aujourd'hui des actions sur le long terme, donc j'achète, je conserve peu importe ce qui se passe sur les marchés,
je vais laisser mon portefeuille bouger, je ne touche pas, et à la fin, je revends mes actions lorsque j'atteins mon objectif, au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans. Okay, il y a un exemple qui va vous parler, c'est le S&P 500. Donc le S&P 500, il est connu pour être très diversifié. Pourquoi? Parce qu'il y a les 500 plus grandes entreprises américaines dans l'indice, donc plutôt bien diversifié. Beaucoup d'investisseurs un peu débutants vont tout simplement acheter, par exemple, le S&P ici, et ensuite le conserver pendant 5 ans, et par la suite revendre au bout de 10 ans, 5 ans, etc., jusqu'à atteindre les performances que je souhaite. Okay, la stratégie passive, elle est intéressante parce que déjà, elle est simple à mettre en place. Donc en termes de... Voilà, c'est assez simple, je me connecte sur mon application, j'achète un ETF S&P 500 et c'est fait. Okay, par contre, en termes de flexibilité, là c'est un peu différent parce que, admettons, je me positionne ici, et ben, effectivement le cours est ici, bon, j'ai pas perdu beaucoup. Par contre, si je me positionne ici, ben, effectivement la perte elle est un peu importante ici. Donc est-ce que l'investisseur doit revendre ou pas? Est-ce qu'il doit laisser pendant X années l'actif sur son portefeuille? Ça, c'est la question aujourd'hui que se pose un grand nombre d'investisseurs. Est-ce que je dois choisir une gestion passive ou plutôt une gestion active? Okay, donc, en termes de simplicité, en termes de mise en place de la stratégie, eh bien, la gestion passive, elle est plutôt simple. Et en termes de coût de transaction, c'est plutôt pas mal parce que dans le cycle de vie de mon portefeuille, il n'y a que 2 transactions. Transaction à l'achat, transaction à la vente. Okay, donc plutôt simple et en termes de coût, c'est assez faible. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, je ne peux pas être flexible. Si, admettons, il y a une crise sur les marchés, ben, je ne peux pas faire grand-chose mis à part vendre mon actif. Okay, là, je vais perdre de l'argent. Okay, ça, c'est l'inconvénient de la gestion passive. Maintenant, la gestion active, elle est plus intéressante parce qu'elle va vous dire, ok, moi aujourd'hui, j'achète des actions en fonction d'une certaine stratégie, en fonction de certaines anticipations. Okay, ensuite, en fonction de comment évolue le marché, je vais ajuster mon portefeuille. Et ensuite, est-ce que je dois vendre ou acheter? Ça va dépendre de comment les marchés vont se comporter. Donc ça, c'est la gestion active. La gestion active, elle est intéressante, mais elle a quand même pas mal d'inconvénients. Pourquoi? Parce que si ici je me trompe sur les anticipations, la valeur de mon portefeuille va baisser. Et en plus de ça, j'ai payé les coûts de transaction, donc du coup, ma performance va encore plus baisser. Okay, après, il y a un troisième inconvénient, c'est le timing. Admettons que j'ai de bonnes anticipations, mais si je me positionne trop tôt ou trop tard, ben, ça va jouer sur ma performance. Okay, donc la gestion active, elle est intéressante, mais elle a aussi des inconvénients. Ça vous va? Ouais. Oui. Et du coup, c'est quoi les points positifs? Ben, les points positifs, c'est que justement, je peux ajuster mon portefeuille. Admettons qu'il y a une crise, et on va le voir justement avec le cas concret. Qu'est-ce que je fais? Comment j'adapte mon portefeuille? Et bien effectivement, dès qu'il y a un choc économique, un événement négatif sur les marchés, je vais pouvoir justement ajuster mon portefeuille en fonction des anticipations que j'ai eues et de l'ajustement que j'ai fait. Ok, mais je vais te montrer ça. Donc on va passer du coup au point 3, l'étude de cas. Et c'est là où vous allez comprendre effectivement comment je vais adapter mon portefeuille. Donc là, j'ai créé un portefeuille initial. Donc spécialement pour la conférence, je voulais un portefeuille qui soit plutôt bien diversifié. Okay, plutôt bien diversifié et qui respecte une condition, une hypothèse qui est économie stable. Pourquoi? Parce que si l'économie n'est pas stable, eh bien mon portefeuille que je vais vous montrer va réagir différemment. Donc le portefeuille que je vous montre aujourd'hui, c'est un portefeuille qui est réparti donc, sur différents secteurs et qui repose sur l'hypothèse où l'économie est stable. Okay, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc 25% sur la partie tech, avec les principaux acteurs du numérique, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon. 15% en industrie, 15% en finance, JP Morgan, BNP Paribas, 10% en énergie, 10% en santé, 10% consommation discrétionnaire, donc ici c'est des entreprises comme LVMH, Nike, McDonald's. Typiquement, c'est des entreprises qui vont être très sensibles
au cycle économique. Donc c'est eux qui vont beaucoup bouger lorsque le cycle va bouger. Okay, 10% sur les consommations de base comme Nestlé, typiquement et P&G, c'est des entreprises qui vont être pour le coup peu sensibles au cycle économique. Donc c'est bien d'avoir ça aussi dans son portefeuille. Et enfin 5% le service public et infrastructures comme Vinci. Donc voilà, donc plutôt bien réparti. Deux remarques à faire sur cette répartition. La première remarque, c'est que très axé américain, sur le marché américain, parce que la place américaine, quand même, c'est la place la plus importante et où il y a beaucoup de liquidité et beaucoup de rendement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et deuxièmement, parce que c'est le marché que je maîtrise le plus. Donc je ne me suis pas mis en difficulté, je vous ai mis un portefeuille qui matche plutôt bien lorsque l'économie américaine se porte bien. Oui. Là, la diversification, elle se fait sur le fait qu'ils vont tous être opposés en termes de... Exactement. Alors c'est un très bon point. La diversification marche très bien lorsque les secteurs sont décorrélés. Okay, donc ça c'est important aussi d'avoir en tête, c'est une belle remarque. Effectivement, lorsque un secteur diminue, il peut y avoir un autre secteur qui va augmenter, qui va permettre de limiter les pertes. Tout à l'heure, on a vu la gestion du risque. Et bien dans un portefeuille diversifié, le risque est réduit justement grâce à ce type de secteur. Oui, j'avais une question, qu'est-ce que ça implique l'hypothèse économie stable? Alors, ça implique... Parce qu'en gros, tu vas comprendre avec les scénarios que je vais te présenter, si j'avais fait un scénario où effectivement il y a eu déjà des chocs économiques, eh bien mon portefeuille n'aurait pas bougé de la même manière. Donc là, je pars du principe où tout se passe bien. Tout se passe très bien et dès qu'il y a un choc, mon portefeuille il va fortement réagir. Et c'est à ce moment-là que je dois adapter mon portefeuille. Okay, si j'avais mis un portefeuille où il y avait déjà, déjà des allers-retours, le portefeuille n'aurait pas réagi de la même manière. Okay. Donc du coup, les hypothèses sont les suivantes. Donc je vous ai dit économie stable, donc une croissance économique modérée et continue, des taux d'intérêt faibles ou modérés, une inflation stable, très important pour laisser justement les entreprises tech bien connaître une croissance, se développer, se financer, et une stabilité politique et géopolitique plutôt relative à court terme. Okay, donc ça, hypothèse initiale, économie stable. Ok ? C'est bon pour vous là-dessus ? Premier choc économique, ça va être le Covid. Donc là, vous avez tous la crise du Covid en tête. Début 2020, aucun signe annonçateur d'une crise majeure. Et en février 2020, l'épidémie devient une pandémie mondiale. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment ? Eh bien, tous les gouvernements du monde entier vont prendre des mesures drastiques. Et ces mesures drastiques vont entraîner un arrêt brutal des économies mondiales. Okay ? Et cet arrêt brutal justement des économies, elle a un impact qui est très important parce que ça va entraîner un effondrement des indices boursiers, donc du monde entier, les principaux indices boursiers, et on a connu des performances touchant les moins 30% en quelques semaines. Okay ? Vous devez garder en tête que la bourse reflète l'économie. Okay ? Donc si effectivement il y a un arrêt brutal des différentes économies, eh bien les marchés financiers vont fortement chuter. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a derrière, c'est les entreprises. Si on dit aux entreprises d'arrêter de fonctionner, eh bien la valeur de ces entreprises va chuter, la valeur de l'indice va chuter et du coup l'économie va chuter également. Okay ? Tout ça, en fait, il y a quand même un impact, il y a une chaîne. Quand on touche un début, toute la chaîne est touchée. Ok ? Donc du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, dès qu'on a vu des performances de moins 30%, eh bien, il y a une panique des investisseurs. Les investisseurs, que ce soit des investisseurs institutionnels ou des particuliers, ils vont vendre toutes leurs actions. Ça va créer du coup une très forte volatilité et ça va entraîner des chutes de plus en plus importantes. Ce que vont faire les investisseurs, ça va être intéressant, ils vont quitter le marché actions pour se tourner vers des valeurs refuges. Okay ? Beaucoup de personnes pensent que c'était l'or, la valeur refuge, mais en fait, ce n'était pas l'or à ce moment-là. On va voir effectivement quelle était la valeur refuge pour ces investisseurs-là. Donc du coup, vous comprenez bien que si je reste passif face à ce scénario-là, la valeur de mon portefeuille va fortement chuter. Okay ? Donc je me dois aujourd'hui, en tant que gérant ou d'investisseur, peu importe, je me dois de commencer à identifier les secteurs qui vont exploser et les secteurs qui vont être pénalisés. Donc selon vous, quels sont les secteurs
qui vont augmenter et quels sont les secteurs qui vont diminuer. Ouais. Ce qui va augmenter, c'est plutôt la tech, du coup, plateforme multimédia, Twitch par exemple. Ok. Amazon, Exactement. Ouais. La santé aussi. Exactement, ouais. Oui. Tout ce qui est produits de première nécessité, donc Consommation de base, ouais. C'est très bien. Donc du coup, en vous donnant quelques pistes, ben, vous avez pu déjà identifier quels sont les secteurs qui vont augmenter. Et bien c'est la même chose, sauf que vous allez faire ce travail, cette réflexion, dès que vous allez voir des petits signaux. Et à partir de là, vous pourrez du coup prévoir les différentes évolutions du marché. Et du coup, quels sont les secteurs qui vont baisser? Parce que là, effectivement, vous avez tout bon sur les entreprises qui vont augmenter, mais ceux qui vont baisser. On a dit quoi tout à l'heure? On a dit arrêt brutal des économies. Et dans l'économie, il y a quoi? Les entreprises. Oui. On dit l'industrie, les secteurs de l'industrie. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Eh bien, effectivement, secteur en forte baisse, énergie, industrie, énergie, bancaire. Pourquoi? Parce que effectivement, dès que l'économie s'arrête, eh bien, ces secteurs-là vont s'arrêter également et vont chuter. Okay. Tout à l'heure, tu l'as dit, c'est une très belle remarque. Les secteurs tech vont fortement augmenter, liés au télétravail, à la digitalisation. Twitch, Microsoft, Amazon, Zoom, qui a connu une très forte hausse de sa valeur, Nvidia. Et ça devient les valeurs refuges à cette époque-là. C'est devenu des valeurs refuges. Okay. Et effectivement, la santé, aussi un bon point, parce que Pfizer, Moderna, qui ont vendu un grand nombre de vaccins, ils ont vu leur croissance accélérer et leur chiffre d'affaires également. Un autre point que je n'ai pas mis, effectivement, la consommation de base. Donc là, je n'ai pas mis les secteurs, enfin les entreprises françaises, mais il y avait Nestlé, Walmart qui ont vu leur valeur augmenter. Donc du coup, là, ce qui est bien, c'est que j'ai commencé à dessiner les tendances. Okay, j'ai vu les tendances, etc. J'ai vu quels sont les secteurs qui vont augmenter, quels sont les secteurs qui vont diminuer. Donc ça, c'est un beau travail que vous avez fait. Et ça, c'est ce que fait le gérant également. Mais plutôt en amont. Dès qu'il voit quelques signaux, il va faire son analyse et il va voir un peu quand est-ce qu'il doit ajuster son portefeuille. Okay. Et bien maintenant, en tant que gérant, je vais réduire ou augmenter mon exposition sur différents secteurs de mon portefeuille. Je vais réduire la finance, donc les valeurs bancaires. Je vais réduire l'énergie et l'industrie. Et à contrario, je vais augmenter ces différents secteurs. Donc 5% côté consommation de base, 10% santé et 15% tech. Parce que je suis persuadé que la tech va fortement augmenter. Okay. Quel est le résultat de tout ça? Eh bien, le résultat, c'est cette chose qu'on voit à l'écran, ce graphique. Cette évolution, donc en gros, vous avez deux évolutions de deux portefeuilles. Le portefeuille orange qui est le mien, que j'ai modifié, et le portefeuille du S&P 500 en jaune pointillé. Okay. Alors, à savoir que c'est une simulation que j'ai faite et j'ai dit à l'algo de prendre en compte chaque jour les cours que je lui donne. Donc, ce n'est pas sur des cours passés, c'est à chaque fois les cours que je lui donne, de bien prendre en compte justement ces cours. Et effectivement, on peut voir que, là c'est le choc du Covid, on peut voir que mon portefeuille se comporte très mal comparé au S&P 500 qui lui est très bien diversifié. Okay. En revanche, du moment quand je fais cette allocation sectorielle, on peut voir qu'effectivement mon portefeuille petit à petit se comporte plutôt bien comparé au S&P 500. Donc du coup, ce que j'ai fait ici, il y a deux choses. J'ai limité les pertes de par effectivement mon allocation sectorielle et j'ai ensuite saisi l'opportunité et j'ai fait un gain sur mon portefeuille. Okay. Donc là, ce que j'ai fait, c'est du coup une analyse à partir des indicateurs macroéconomiques. Ça m'a permis d'identifier quels sont les secteurs qui vont être gagnants et quels sont les secteurs qui vont être perdants. Ok? Oui. Et du coup, le fait que d'autres acteurs pensent comme vous, Ouais. est-ce que ça a une influence? Ah oui, totalement. En fait, plus il y a d'acteurs qui pensent comme moi, plus le cours va augmenter. C'est comme quand on vend. Quand on vend des actions, plus il y a des personnes qui vendent l'action, plus l'action va chuter. En fait, la vol, elle est dans les deux sens, à l'achat et à la baisse, à l'achat et à la vente. Plus il y a des personnes qui achètent
l'action ou les actions, plus l'action va augmenter. Ok, ouais. J'ai une question également par rapport à justement cette stratégie d'ajustement par rapport à la macroéconomie. Comment on peut savoir que les marchés financiers n'ont pas déjà anticipé tous ces éléments macroéconomiques? Alors, très bonne question. C'est là où les gérants doivent intervenir bien avant que tout le monde price en même temps l'event. Typiquement, dans le cas du Covid, ceux qui ont vu effectivement, ceux qui ont pris la décision de modifier son portefeuille quand le virus était encore en Chine, typiquement, c'est eux qui sont sortis bien gagnants. Et même des hedge funds qui sont arrivés bien après, parce que en fait, là, c'est une stratégie qui est un peu différente des hedge funds. Les hedge funds ne font pas ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la vol et profiter de la vol. Donc, les hedge funds, ils ne vont pas intervenir comme moi, ils vont intervenir après. Enfin, pendant, je veux dire. Pendant, parce qu'en gros, les hedge funds, ils vont parier sur la baisse. Typiquement, les hedge funds peuvent se positionner également ici. Parce qu'ils pensent que le virus va toucher le périmètre, le territoire américain, le territoire européen, et ça va fortement chuter. Okay. Et pour répondre complètement à ta question, est-ce que tu peux juste me redire la fin de ta question? C'était de savoir comment savoir, en se basant sur des aspects macroéconomiques, ouais. Comment on peut savoir que les marchés financiers n'ont pas déjà anticipé ces crises. Ok. Alors comment faire pour anticiper le plus tôt possible? C'est à partir justement des signaux avant-coureurs que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'anticipation, c'est de voir effectivement comment le virus se propage, à quelle allure, sur quel continent, sur quel secteur, et voir comment effectivement je peux anticiper en amont du coup ce virus. Attention, là ce que je te montre, effectivement Expo c'est facile à dire. C'est facile à dire. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont parié à la baisse et d'autres personnes qui ont dit effectivement non, le marché ne va pas être touché, et d'autres personnes qui ont perdu. Donc en fait, c'est dans les deux sens, c'est un risque qui est important. Mais dans le cas des gérants, on ne va pas prendre, on va pas prendre un risque en amont parce que je ne sais pas exactement comment le marché va réagir. Par contre, quand je commence à voir des signaux, je vois des premiers cas typiquement qui arrivent en Europe, okay, c'est à ce moment-là que je vais me positionner. Quand je commence à voir des premiers cas. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais pendant le Covid, on était très observateurs. Il y a eu comme une petite pause sur les marchés. On ne savait pas comment on allait réagir. Et dès que tu commences à voir les premiers signaux, c'est là que tu te positionnes. C'est toujours pareil, c'est dès que tu vois des petits signaux. Alors tu peux te tromper, hein. Tu peux te tromper, on ne pourra jamais savoir à l'avance comment les marchés vont se comporter, mais tu peux te positionner quand tu vois les premiers signaux. C'est ça ce que font les gérants aujourd'hui. Du coup, un gérant, il va supposer par exemple le fait que s'il y a une sous-évaluation, parce qu'il anticipe qu'il va y avoir... il va... Exactement. Et du coup, en fait, c'est une course contre la montre. C'est le premier arrivé qu'on est servi. Les forces qu'il donne, le marché, comment le marché sait. Ouais. Un gérant va toujours espérer voir avant le marché, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas. Donc là, par exemple, ça va être selon l'aversion du risque du gérant pour aussi... c'est un très bon point. Les signaux, il va dire, bon, bah, pour moi, ça me suffit de voir un cas arriver en Europe, on va dire qu'il va y avoir plus de cas, donc je vais ajuster mon portefeuille. Ou bien il y a une forme de science du gestionnaire des portefeuilles qui dit, bon, bah, il y a ces signaux-là, quand vous les voyez, vous pouvez d'une certaine manière lancer dans la gestion. C'est une très bonne question, c'est une très très bonne question. Il y a deux choses. La première chose, c'est que dans les asset managers, il y a les gérants et les analystes. Les gérants ils ont beaucoup se basé sur les analystes. Les analystes, eux, leur rôle, c'est d'étudier justement tous les marchés, les premiers signaux, etc. Okay, mais il y a des gérants aussi qui vont avoir une vision un peu en avance que d'autres personnes. Okay, par exemple, je vous conseille de regarder Morningstar. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est là où il y a les principaux fonds d'investissement. Et tu connais ? Oui. Ouais, et donc du coup, vous avez des gérants un peu stars qui performent malgré les crises. Pourquoi ils performent? Parce qu'ils anticipent en amont comment les marchés vont évoluer. Okay, et tout à l'heure, tu parlais de gestion du risque. La gestion du risque, elle va se faire aussi via la couverture sur les marchés. Okay, un gérant de portefeuille, il ne va pas juste acheter des actions, il va se protéger. Donc il va utiliser des options ou d'autres produits dérivés en fonction de l'actif sous-jacent. Donc c'est le score du risque, le risque. Eh bien, dans chaque fonds, vous avez
donc sur Morningstar notamment, vous avez des fonds avec un score de risque entre 1 et 6. Plus le score est proche de 6, plus c'est risqué. Et donc les personnes qui investissent dans ces fonds-là, ils savent que potentiellement c'est risqué. Ils peuvent voir leur valeur chuter. Et le gérant, il a le droit de prendre beaucoup plus de risques pour ces fonds-là que pour un fonds qui est noté 1 sur 6. Okay, donc en fonction du fonds, en fonction du profil rendement-risque des clients, le gérant peut prendre une décision un peu plus risquée. Ok, mais c'est une très bonne question. Mais je te conseille de regarder Morningstar. Tu verras, il y a plein de fonds et tu peux même voir la composition des différents fonds en fonction du score. Typiquement, pour un score qui est proche de 6, on va toucher les pays émergents typiquement. Okay, parce que c'est pas stable. Donc voilà, ils sont plutôt risqués. C'est un marché plutôt risqué. Donc ils vont se baser plutôt sur ce type de marché. Okay. Ouais. Par rapport à la slide d'avant, comment le gérant de portefeuille il va décider par exemple qu'il va retirer 7% en finance et mettre plus 15 en technologie pour pas plus 15 en santé? Comment il va prendre ces décisions-là? Alors, c'est en fonction de son analyse. Il n'y a pas vraiment de réponse correcte là-dessus, ça dépend de ce que prévoit le gérant. Pour moi, pourquoi j'ai pas tout enlevé? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment la partie finance va se comporter. Parce que même si mes anticipations sont correctes, tu ne sais pas en fait comment le marché va réagir. Il faut toujours garder une petite partie. Même si l'actif va baisser, il faut toujours garder une petite partie parce que tu ne sais pas comment ça peut réagir. Et en fonction, pour te répondre, ça dépend de l'analyse du gérant. Et au niveau de ton analyse, ça va être très mathématique avec je sais pas, des équations, des simulations, peut-être plus au feeling sur. Alors tu peux avoir effectivement des modèles qui vont prédire potentiellement effectivement l'évolution d'un secteur. Il y a beaucoup de modèles mathématiques qui le font. Mais moi typiquement là ce que j'ai fait c'est aucun modèle. Aucun modèle mathématique, c'est vu de par mes connaissances sur le marché. Et après, effectivement, on verra le cas de Trump parce que c'est nouveau. Et là, ça va être hyper intéressant parce que c'est des choses qui ne sont pas encore passées. Et là, on va en discuter justement. Mais effectivement, tu n'as pas forcément besoin de modèle. En fait, ça dépend un peu du gérant, ça dépend de toi, ça dépend de pas mal de choses. Mais effectivement, généralement, tu as des modèles mathématiques. Mais dans mon cas, il n'y a pas de modèle mathématique. Ouais. C'est toujours possible d'enlever ou de vendre un pourcentage X d'actions de notre portefeuille. Typiquement pour les grands portefeuilles, par exemple, ça peut être problématique. Tu veux dire enlever un secteur? Enlever un secteur ou vendre des actions dans un secteur. Mais c'est ce que je fais là. Là, je vends une. Est-ce que c'est toujours possible? Ouais, bien sûr. En fait, un gérant, c'est celui qui va gérer son portefeuille. C'est-à-dire que moi, si je possède je possède 10 millions d'actions dans mon portefeuille, c'est moi, je fais ce que je veux sur mon portefeuille. C'est-à-dire je peux acheter n'importe quelle action, je peux vendre n'importe quelle action. Mais attention, il faut que ça soit quand même cohérent avec la stratégie, parce que c'est lui qui va mettre en place la stratégie, et en fonction de la strat, et surtout en fonction de l'actualité, je vais adapter ma stratégie à ça. Ouais, je veux dire, est-ce que quand on veut vendre, on est toujours sûr qu'il y a un monde de l'autre côté qu'il y a un acheteur de l'autre côté? Alors, c'est pour ça que je choisis le marché américain. Parce qu'il y a beaucoup de liquidités sur les marchés. Il y a énormément de liquidités sur les marchés et c'est quasiment instantané. Par contre, pendant le Covid, ça a été complexe. Qui c'est qui va acheter des actions à cette époque-là? Des fois, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas vendre leurs actions. Du coup, c'est ta question. Pour comment me positionner, le but aujourd'hui, c'est de se positionner en amont et de pouvoir bénéficier justement de tout ça. Ouais. Est-ce que tous les portefeuilles se valent? Est-ce que celui de Mark Zuckerberg ou d'un particulier qui se un petit peu font les mêmes stratégies ou la même approche des marchés? Non. Tu sais pourquoi? Parce que les marchés financiers sont un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que moi, admettons, je pense que les marchés je pense que le secteur de l'industrie va baisser. Toi, tu penses l'inverse. Donc, du coup, notre portefeuille est différent. Pourquoi? Parce que notre stratégie est différente. Ok? Ça va? Voilà.
Et donc du coup, maintenant, on va parler de l'inflation. L'inflation, c'est intéressant parce que, en gros, l'inflation, on l'a vu X fois sur les marchés financiers. Si vous regardez l'histoire des marchés financiers, et je vous invite à le faire, vous verrez que c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. L'inflation, comment elle a été créée? De par les décisions prises pendant le Covid, le fait d'imprimer massivement de la monnaie, le fait d'injecter de la monnaie sur les marchés, tout ça, ça a créé de l'inflation. Okay, c'est quelque chose d'écrit, c'est connu, de vérifié, etc. C'est tout le temps la même chose. Dès qu'on imprime massivement de la monnaie, okay, les prix, effectivement, la valeur de la currency va baisser. Okay, et ça aura comme conséquence un réchauffement de l'économie et une hausse de l'inflation. Okay, donc lorsque les prix augmentent, déjà c'est quoi l'inflation? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est l'inflation réellement? Si je vous dis par exemple, le cacao a augmenté de 10% en 3 mois, est-ce que c'est une inflation? L'inflation, je pense que c'est un phénomène global. Ouais. Globalement, le prix augmente de 10%. Alors à ce moment-là, on peut dire que l'inflation. En fait, c'est exactement ça, mais juste ajouter un petit truc. En fait, l'inflation, c'est une augmentation du prix des biens et des services, donc c'est de manière globale, okay, mais sur une longue période. Donc par exemple, le cacao qui a augmenté de 10% en 3 mois, c'est pas de l'inflation. Il faut que ce soit de manière substantielle sur 3 mois, que ça augmente à chaque fois de 10%. Non, pas forcément. Pas forcément. Par exemple, le cacao a augmenté de 10%, le blé de 3%. Pas forcément. C'est juste une augmentation du prix des biens et des services pendant une longue période. Par exemple, aujourd'hui, donc l'inflation c'était en 2022, si je ne dis pas de bêtises, ou 2023. On est en 2025, on parle toujours d'inflation aujourd'hui. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une inflation. On peut parler d'inflation. Parce que tous les prix ont augmenté. Tous les biens et services ont augmenté pendant une période plus ou moins longue. Okay, donc du coup, la conséquence c'est ça, c'est une augmentation des prix, donc l'inflation, etc. Et c'est toujours la même méthode pour réduire l'inflation. C'est intervention de la Fed, intervention de la BCE qui vont faire quoi? Augmenter les taux. Et l'augmentation des taux, eh bien pareil, relation inverse toujours entre l'augmentation des taux, l'inflation et les marchés financiers. Les marchés financiers n'aiment pas le mot inflation. Donc dès qu'on parle d'inflation, vous verrez toujours que les marchés vont chuter. Okay, donc du coup là ça va être important, ça va être intéressant. Selon vous, quels sont les marchés les secteurs qui vont augmenter? Je rappelle, augmentation des prix des biens et des services pendant une longue période. Quels sont les secteurs qui vont augmenter selon vous? Vous verrez que cette analyse-là, vous pouvez le faire de partout et ça va vous permettre effectivement d'anticiper l'évolution d'un secteur. C'est hyper intéressant. Ouais. Peut-être le secteur des besoins primaires, parce que même si le prix augmente, le besoin ne s'arrêtera jamais. Ouais. Tu as un exemple d'entreprise? Par exemple, Danone, Nestlé. Ouais. Ok. D'autres secteurs? Il y a un secteur qui est quasiment similaire au tien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on utilise? L'énergie. Exactement. L'énergie va augmenter, enfin le prix de l'énergie va augmenter, mais on est obligé de s'éclairer, d'utiliser l'énergie. Ensuite, un autre secteur que vous ne voyez pas forcément, mais qu'on utilise tous les jours. Ouais. Internet, ouais. Un autre secteur, par exemple? Tout ce qui va être à la base de nos composants électriques, Ok, ouais, ça peut, ouais, effectivement. Vous avez oublié le secteur bancaire. Pourquoi le secteur bancaire va augmenter? Ah, puis je vous donne la réponse là. Hop. Pourquoi le secteur bancaire va augmenter? Si on fait le raisonnement ensemble, les banques, comment les banques prêtent de l'argent? Si moi je suis particulier, je vais emprunter. Mais je vais emprunter. Oui, je t'en prie. si les taux augmentent, alors Ouais. rentabilité aussi. Exactement. C'est que les taux vont augmenter, donc du coup la marge des banques vont augmenter et donc leur valeur va augmenter. Alors vous allez me dire, mais si les taux augmentent, moi en particulier,
j'ai aucun intérêt à faire un prêt. Par contre, on a vu, ça c'est un fait, mais on a vu l'inverse pendant l'inflation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de particuliers qui achètent des appartements. Okay, donc ça permet effectivement de faire de la marge, et aussi des entreprises qui souhaitent se financer. Donc ils vont aussi faire des prêts pour développer leur projet, avoir de la croissance, etc. Donc du coup, effectivement, les banques vont voir la valeur augmenter. Donc je vais renforcer mon portefeuille, donc je vais acheter des valeurs bancaires, JP Morgan, Goldman Sachs, BNP. Okay. Énergie aussi, c'est exactement ça, tout à l'heure on l'a dit, on a toujours besoin d'essence, d'électricité, de gaz. Donc typiquement, je vais acheter du Total Energy. Okay. Une valeur française, Engie. Moi, j'ai travaillé chez Engie du coup pendant cette période-là, et je peux vous dire que les gains étaient colossaux. Hein. Colossal. Et bien sûr, l'industrie, donc infrastructure, matières premières, on l'a dit tout à l'heure. En revanche, pourquoi la valeur tech diminue? Je l'ai mis, mais pourquoi? Ouais. Peut-être parce que à cause de l'inflation, les gens ont moins de pouvoir d'achat, donc ils vont devoir couper sur certaines choses, et peut-être qu'ils vont penser à arrêter leur abonnement Netflix ou ce genre de choses. Alors il y a ce point-là, effectivement, je ne l'avais pas pris en compte, mais effectivement, ouais, tu peux avoir ça. Ouais. Et dans la tech, souvent, il y a des levées de fonds, ils ne sont pas rentables, donc ouais. c'est plus cher dans l'argent. C'est ça, c'est l'endettement, c'est ça. Je vais dire peut-être que la tech, les emplois un peu sur l'industrie. Ouais, mais c'est pas un lien direct. En fait, la tech, pourquoi elle diminue beaucoup? Parce que c'est des entreprises qui sont endettées, notamment sur le marché américain, mais à taux variable. Il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui sont endettées en taux variable. Donc du coup, lorsque les taux augmentent, eh bien, les intérêts vont augmenter, leurs marges vont être réduites, et donc du coup, leur valeur va baisser. Okay, parce que nous, aux États-Unis, c'est pas du 5% les taux, hein, c'était beaucoup plus. Et effectivement, leurs valeurs ont fortement chuté. Et il y a même des entreprises qui ont mis la clé sous la porte à cause de ça. Ok. Ouais. Et là, pour le coup, on voit des tendances générales qui sont mais en situation de crise, c'est-à-dire qu'on reçoit un certain choc économique. L'inflation, ça peut aussi pousser les gens à prendre moins de dettes. C'est par exemple la crise des subprimes, des choses comme ça. Donc là, par exemple, pour un gestionnaire, s'il doit ajuster son portefeuille, est-ce qu'il pense à cet aspect-là de comment se présente cette inflation? C'est-à-dire, est-ce que cette inflation-là, ça va être un truc qui a posé des problèmes comme par exemple celui de la crise des subprimes, mais il n'y a pas forcément besoin de toutes les conséquences qu'il y a eu derrière, mais qui va pousser certaines banques peut-être à fermer, des choses comme ça. Parce que pour la crise du Covid, il y a eu des banques de Silicon Valley qui ont fait, par justement un choc d'investisseurs qui doutent dans la banque, ont fini par la mettre en faillite. Très bonne question. Sur quoi je vais me baser sur mon analyse en tant que gérant quand je vais investir sur une entreprise? Les données du passé, on essaie de se donner une intuition de si ça s'est passé comme ça, c'est peut-être un événement rare. Enfin, mathématiquement, moi je me le représente comme ça. Ouais. La crise des subprimes, ça ne se passe pas tous les 2 ans. Donc, quelles sont les chances que là ce soit la même chose? Peut-être que c'est pas le cas. Ouais, c'est une très bonne chose. En fait, la faillite qui a été. Tu me rappelles la banque déjà? Ouais, cette banque-là, elle avait énormément de dettes. Si vous regardez un petit peu son bilan, elle avait énormément de dettes et un flux de trésor très faible. Donc déjà, les gérants, quand ils vont faire leur analyse, en fait, là, je vous dis de manière très simple, oui, voilà, je vais acheter des banques, je vais acheter de l'énergie, etc. Mais il y a quand même une analyse qui est faite sur quelle banque je vais investir. Okay. Donc en fait, je vais regarder déjà sa notation de crédit. Ensuite, les analystes ils vont regarder également le bilan de l'entreprise. Est-ce que elle gère bien son flux de trésor? Est-ce que l'entreprise a beaucoup de dettes? Est-ce que c'est une entreprise qui investit dans des actifs risqués? Ce type de choses. Donc moi, je vous le dis de manière très simple, mais il y a quand même les analystes qui vont faire une étude très approfondie de la banque. Okay. Par exemple, moi, gérant, je vais dire, ok, moi je pense que les banques, là, l'énergie, l'industrie va augmenter. Je communique cette information aux analystes.
Les analystes qui vont faire, c'est qu'ils vont se baser sur mes anticipations. Ils vont faire une étude des différentes entreprises, etc., etc. Et à partir de cette étude-là, ben moi, gérant, je sais exactement dans quelle entreprise je vais investir. Ok? C'est un travail de. Ah oui. Je donne mon idée, mais c'est pas. Tout le process n'est pas fait par. Ah non, non, non. Tu as un vrai travail d'équipe. Ok. Tu as un vrai travail d'équipe entre les gérants et les analystes. Chacun est dans son domaine. Les gérants qui vont identifier, les gérants communiquent cette information aux analystes. Les analystes, du coup, étudient quel est le secteur effectivement et ressort les meilleures entreprises. Ok? Parce que le but, c'est vraiment de se protéger. De ne pas investir dans des entreprises risquées. Et encore une fois, tout dépend du score. Ok? Si j'ai un score 6 sur 6, ben, je vais investir dans des secteurs, enfin dans des entreprises beaucoup plus risquées. Ok? Dans le cas où on a transmis des directives de s'il y a une nouvelle information qui survient et qui du coup remet en cause les prévisions précédentes, est-ce que le travail qui a été fait jusque-là, du coup, il est inutile entre guillemets? Il n'y a rien d'inutile, par contre tu ajustes. Encore une fois, en fait, sur les marchés, il faut être très flexible. Très très flexible. Il se peut que ta stratégie change en 2 jours. En fonction de l'actualité, en fonction de l'évolution des marchés. C'est ça toute la beauté de la finance, c'est que en gros tu as tellement de choses sur les marchés, et bien les gérants doivent s'ajuster, anticiper et s'ajuster. Toujours. Et même les hedge funds. Hein. Les hedge funds font pareil. En fonction des news, ils vont saisir l'opportunité. Peu importe si ma stratégie était différente il y a 2 jours. Ça va? Et donc du coup, voilà, donc je réduis la partie tech, parce qu'effectivement je pense que ce secteur va chuter, et je vais renforcer ces 3 secteurs-là. Ok? Donc du coup, quel est le résultat? Encore une fois, là c'est une simulation que je vous montre. Donc tout à l'heure, c'est marrant, on parlait de timing. Regardez, là c'est le choc, le début de la hausse des taux. Regardez mon portefeuille, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve en dessous du S&P 500. Peut-être que j'ai commencé trop tôt. Est-ce que je devrais attendre un seuil où effectivement les taux sont très élevés pour modifier mon portefeuille ou pas? En fait, ces questions-là, c'est le gérant qui doit se la poser. Et donc du coup, effectivement, donc moi, en fait, la hausse des taux, elle n'est pas brutale, elle se fait petit à petit. Ok, on l'a vu et encore aujourd'hui, on le voit avec les baisses. Elle se fait petit à petit, elle ne peut pas se faire de manière brutale. Donc, effectivement, le timing va jouer un rôle très important. Parce que là, pendant quelques mois, ben, je suis toujours en dessous du S&P. Et pourtant, j'avais les bonnes infos. Donc, c'est une question de timing. Là, encore une fois, sur cette période-là, ben, je suis en dessous du S&P. Par contre, à ce niveau-là, ben, mon modèle est plutôt pas mal. Quand l'inflation touche un certain seuil, ben, mon modèle est quand même vraiment pas mal. Ouais. Il y a combien de temps d'attente avant de... 1 an, ouais, 1 an. Ok, avant que ce soit meilleur que le... Ouais. Ok. Mais peut-être parce que, en fait, je voulais vous montrer aussi, parce que si tout le temps je vous montre des résultats toujours au-dessus, la conf n'a pas de sens. C'est une question de timing. Moi aujourd'hui, je me suis positionné trop tôt peut-être sur le marché, mais pour le coup, c'était mes réelles anticipations. Hein. C'est pas un truc que je vous montre là comme ça qui est fait. C'est depuis un certain temps, je note ce que je pense et j'applique ce que je pense. Là, c'était mes vraies anticipations. Sauf que là, c'est vrai que pendant 1 an, alors je fais pas des performances dégueulasses, mais je reste en dessous du S&P. Par contre, dès qu'on atteint un seuil, parce qu'en fait, tu peux pas savoir quand est-ce que le seuil est atteint. Là, je te montre parce que c'est ex post, c'était facile de se dire, mais ici, qu'est-ce que t'en sais que dans 2 jours, le S&P chute. Tu peux pas savoir. Donc, tu es obligé, en fait, petit à petit, de voir comment le marché réagit. Ok? Et ensuite, voilà, tu fais une performance quand même qui est plutôt pas mal. Et du coup, notre cher ami Trump, dès qu'il arrive au pouvoir, en fait, il y a eu pas mal d'anticipation il y a beaucoup d'anticipation sur les marchés aujourd'hui.
Trump, il a quand même pas mal d'orientation et d'ambition et de stratégie. Il souhaite du coup renforcer l'industrie américaine, faire de l'Amérique la meilleure économie mondiale. Il veut réduire les impôts pour les entreprises, justement pour faire en sorte que ces entreprises-là connaissent une croissance, etc. Relocaliser la production industrielle aux États-Unis. Ça, c'est un gros travail de Trump, d'essayer de remettre la production industrielle aux États-Unis. Et ensuite, il va durcir les relations commerciales avec la Chine, avec des taxes, augmentation des barrières douanières, tensions commerciales, etc. Du coup, là c'est intéressant parce que ce n'est pas ex post. Là, ça va être intéressant. Il faut qu'on arrive à faire ce travail ensemble. Là, si j'ai mon portefeuille, je ne le touche pas, je sais que mon portefeuille va baisser. Ou en tout cas, elle ne va pas super performer. Okay. Qu'est-ce que je dois faire avec les informations que je vous donne? Selon vous, quels sont les secteurs qui vont augmenter et les secteurs qui vont diminuer? Vous parlez de prendre des notes, et je trouve que là, par exemple, il y a certaines informations qui n'ont pas été mises, c'est que Trump, il est quand même un peu imprévisible, dans le sens où même s'il a un projet de relocalisation, parce que c'est son idée principale, cette idée-là que plus il y aura d'industrie aux États-Unis, mieux ce sera. Oui. Est-ce que parfois on essaie de se faire une prévision également de quelles sont les conséquences de cette décision sur la faisabilité des choses comme ça? Parce que là, par exemple, on voit que la Fed, bon, ils ont déclaré il y a quelques heures, mais ils prédisent un peu une économie incertaine. Ouais. Comment on va ajuster les taux? On ne sait pas trop, on n'a pas encore les conséquences directes de l'augmentation de certains, la guerre commerciale qui a commencé avec ses voisins directs. Donc est-ce que tout ça, on les met sur papier, on discute avec des analystes? Parce que là, je suppose qu'on va jouer un peu le rôle des analystes, on joue le rôle du point, c'est quoi l'idée? Alors, il y a plusieurs points que je vais reprendre, je vais essayer de répondre dans l'ordre. En fait, ça et ça, c'est lié. Pourquoi il veut durcir les relations commerciales avec la Chine? Pour justement, les entreprises multinationales revenir aux États-Unis. Donc tu vois, tout ça c'est lié en fait. Donc il va pas essayer, il va faire en sorte d'y arriver. Je pense. Moi je sais pas. Hein. Mais moi je me base sur ce que les politiques disent. Si tu veux anticiper potentiellement l'évolution d'un marché, d'un secteur, tu es obligé de prendre en compte effectivement ce qu'ils disent. Par rapport à la faisabilité, honnêtement je ne peux pas savoir à l'avance. Par contre, ce qu'il fait c'est assez logique. Moi je suis factuel. Tu vois. Donc effectivement, ça commence pas mal, et on le voit aujourd'hui, le S&P 500 diminue beaucoup à cause de ça justement. Et en tout cas, il essaye et on verra effectivement comment ça se passe. Par rapport à la Fed et à la BCE, parce que tu avais dit un bon point, en fait, si tu regardes de plus près, et si jamais tu regardes ça les prochains mois, les prochains jours, chaque baisse, il y a une proba de baisse et une proba d'augmentation. Donc effectivement, c'est souvent pricé en amont, mais grâce à cette proba-là, tu peux essayer d'anticiper, d'avoir une vision plutôt globale sur la direction que va prendre les marchés financiers. Donc là, selon vous, c'est quoi si je dois identifier les secteurs? La tech. Qu'est-ce qu'elle va faire la tech? Elle va prendre de la valeur d'une certaine. Ok. Donc tu me dis tech, augmentation. Quelqu'un voit autre chose? Ouais. Moi je ne suis pas d'accord avec la tech parce que les entreprises comme Apple qui ont totalement délocalisé vont forcément être perdants de toutes les nouvelles taxes douanières qu'ils vont avoir avec la Chine. Justement, c'est ça l'argument. C'est intéressant. Si on part du principe qu'il essaye, ce qu'on prédit, c'est qu'il veut relocaliser. Donc avec une certaine probabilité, s'il y arrive, c'est que toutes ces industries-là vont se relocaliser aux États-Unis, donc ça va réduire quand même le coût pour Apple de certaines productions. Et en fait, pour les États-Unis, du point de vue des États-Unis, toute la production revient et le pouvoir d'achat revient justement, le pouvoir d'achat, pas le pouvoir d'achat, mais la production revient aux États-Unis. Donc, moi, ça favorise quand même Mais toi, tu as une vision plutôt long terme là. Oui. Ouais, mais là, sur les marchés, on est quoi? Ah oui. On est court terme, ou même très court terme. Oui, c'est vrai que du coup, ce serait plus une tendance. Moi, je sais pas, on verra par la suite. Hein. Moi, je prends juste vos idées, mais on verra.
Ouais. Ouais, mais du coup, là, on ne prend pas les mêmes hypothèses qu'avant, puisque on suppose pas une économie stable. On a déjà eu des crises en amont, et du coup, ça fait que peut-être, en ce moment, la tech, elle est peut-être survalorisée par rapport aux crises précédentes. Et du coup, on ne peut pas raisonner comme tout à l'heure où, au départ, c'était stable. Ah, c'est intéressant. Alors, effectivement, je ne vais pas me positionner sur mon portefeuille initial, et je vais me positionner sur le portefeuille que j'ai modifié. Effectivement. Mais les hypothèses restent les mêmes. La manière de penser reste la même. Ouais. Il y a un point qui n'est pas là-dessus, mais je trouve que le rapport qu'il a à la recherche et à la science, ça pourrait notamment impacter la tech quand on voit qu'il y a énormément de chercheurs américains qui se demandent si c'est pas mieux maintenant de quitter les États-Unis parce qu'il y a certaines recherches qui ne peuvent même plus les réaliser. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce que ça aura comme influence, mais je pense que c'est la augmentation. Ouais. Donc, tu penses quoi, toi? C'est plutôt à la hausse ou à la baisse? Moi, c'est plutôt à la baisse. Ok. Alors, c'est pas un indicateur macro, mais je le note. Donc, x2. Ok. Je t'en prie. Je pense que les sociétés de services en général vont prendre de la valeur parce que si actuellement des décisions politiques se font sur l'industrie et que le contexte reste incertain pour l'ensemble des acteurs sur le marché, ils vont vouloir venir sur une valeur sûre. Et comme les politiques de Trump ne touchent peu le secteur du service, ça serait pas idéal. Tu as un exemple de société de service? On a parlé des sociétés de tech, Donc tu parles plutôt de la tech? plus certes tech, mais en fait aussi aux banques. Donc les banques, ils vont faire quoi? Ils vont monter. Ok. Ok. Alors c'est intéressant parce que là on a deux points un peu contractuels. Oui, je t'en prie. Par contre, l'industrie de l'énergie, pas baisser, parce que justement, même si beaucoup d'énergie est produite aux États-Unis, il a justement des tensions avec le Canada. Si on a une vision court terme, avec les tensions qu'il a avec ses voisins directs, ça va être compliqué de justement vendre certaines choses et surtout de recevoir également d'autres choses. Ok. Donc ça va être Mais est-ce que là, alors ça c'est une anticipation que tu as, que pour le coup moi j'ai pas. Mais tu vois c'est là que c'est intéressant, c'est que je peux me tromper et tu peux avoir raison. Non mais en fait parce qu'il faut se dire est-ce que le marché de l'énergie comme tu dis avec le Canada est plus importante qu'avec la Chine? Est-ce qu'il y a des restrictions entre les deux? Ça, pour le coup, moi, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Mais c'est intéressant, je le note. Mais c'est hyper intéressant. Mais ça, tu vois, tes anticipations peuvent être différentes des miennes, mais tu peux avoir raison et moi, je peux avoir tort. Mais on va voir du coup, effectivement, regarde. Donc moi, je pense que la tech va baisser. Elle va baisser parce que, effectivement, c'est exactement le point que tu as dit. Les multinationales, eh bien, où ils ont leur chaîne d'approvisionnement en Chine, leur valeur pendant X mois, tant qu'on ne sait pas exactement comment Trump va faire les choses, va baisser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le S&P 500, si tu regardes, depuis quelques semaines, ça fait que baisser. Ça fait que baisser. Parce qu'on ne sait pas encore comment le secteur de la tech va évoluer. Par contre, l'énergie, moi je pense qu'il va augmenter. Pourquoi? Parce que, en gros, on a la même idée, mais dans un sens différent. Parce que je pense que s'il arrive à relocaliser tout ça, effectivement, côté États-Unis, ça va fortement augmenter. Mais je peux me tromper. Et justement, c'est que je suis d'accord avec le raisonnement, mais pour moi, c'est ça le truc, c'est qu'il va relocaliser, et s'il ne s'entend pas avec les voisins juste à côté, parce que le Canada a également des sources énergétiques. Et après, c'est pas son plus gros fournisseur, peut-être, et ça, il faudrait voir. Ça, il faudrait regarder, ouais. Il faudrait vérifier. Vu les tensions, justement, qu'il y a, ça peut justement augmenter le coût, justement, à ce niveau-là, et le coût de production. Ouais, ça se tient. Juste pour ce qu'on me dit là, pourquoi est-ce que les entreprises reviendraient aux États-Unis, c'est qu'il normalement, c'est parce qu'il y aurait peut-être un coût faible, des choses comme ça. Et si ça les arrange pas plus que ça, donc il pourrait ne pas le faire juste pour ça. Ouais, mais ça se tient. Et du coup, franchement, ça se tient. Juste pour la technologie, je trouve que cette anticipation-là, c'est peut-être pas directement à cause du fait que Trump veut relocaliser les trucs. C'est peut-être parce qu'il y avait une bulle déjà de l'IA, etc. Et c'est pour ça que moi je suis plus avec Alexandre pour le coup, c'est que
Là, on a fait une anticipation qui. C'est avoir raison pour le domaine. Là, la tech, elle baisse parce que les investisseurs, il y a plus de 2 ans, quand ils ont fait le boom d'IA comme ChatGPT, des choses comme ça, ont investi massivement dans Nvidia parce que c'est le futur, c'est le truc nécessaire. Mais au final, quand on voit certaines avancées que font la Chine sans forcément avoir besoin d'Nvidia, bah pas que ça fait éclater la bulle, mais ça a contribué. Ça a tout à fait. À quel point ça a contribué. Tout à fait. Donc, alors, je suis un peu sceptique. Mais c'est quand cet épisode-là, il date de quand? Cet épisode-là, il date de DeepSeek, il date de pas longtemps, c'est de janvier à peu près. Ouais. Et comment dire, encore avant, il y avait le truc de, on regardait un peu comment la Chine intervenait justement sur certaines technologies. Et beaucoup de personnes émettaient déjà cette hypothèse de, est-ce qu'il n'y a pas une bulle de l'IA? C'est-à-dire en remettant en question sur, est-ce qu'il n'y a pas une vision un peu trop, on va réussir à faire une AGI dans pas longtemps, donc tout le monde investit massivement, vu comment Nvidia était en train de skyrock. Et donc voilà, c'est que... Tu sais ce que j'ai compris moi des marchés financiers? Je me base jamais sur ce que les gens disent, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Tout à l'heure on a dit quoi? On a dit que les marchés financiers sont cycliques. C'est-à-dire les marchés ont besoin de chocs économiques, etc., etc. Et il y a quelques années, il y a beaucoup d'analystes qui disaient oui, mais il va y avoir une crise, etc. Chaque année, beaucoup d'analystes disaient il y aura une crise. Mais effectivement, il y aura toujours une crise parce que les marchés ont besoin de crise pour exister. Donc effectivement, à terme, il y aura une crise. Mais la bulle de l'IA, je comprends effectivement, ça peut contribuer. Et ça a contribué, justement, le S&P a baissé à ce moment-là. Je me rappelle très bien. Mais l'IA ne va pas s'arrêter aujourd'hui. L'IA, on est qu'au début. Il y a eu beaucoup d'investissements. Tous les pays, tous les gouvernements mettent des milliards. C'est que le début. Je pense. Alors, je peux me tromper. Je ne suis pas devin, mais... Je trouve ça très intéressant, mais c'est que le début. Mais c'est que le début pour qui? Pour les entreprises tech? Justement, pour les entreprises tech qui sont aux États-Unis, oui. On avait foi en eux d'une certaine manière. Ouais. On disait ça va peut-être être eux le futur. Parce que c'est un pari de. Bon, par exemple, on sait que le quantique c'est quelque chose d'énorme dans le futur, mais qui dans le quantique par exemple va être le big. Le gros jeu quoi. Et là, Nvidia en fait, c'est peut-être pas lui qui va être le. Peut-être pas, ouais. Mais du coup, si c'est pas lui, quand on parie justement sur. Quand on est en train de faire d'investir concrètement. Les analystes peut-être vous devront chercher les meilleures entreprises et peut-être Nvidia va apparaître dedans alors que ce ne sera peut-être pas lui forcément. Alors exactement, mais c'est pour ça que je ne mets pas Nvidia dans mon portefeuille. Bien sûr. Okay. Tu vois, c'est exactement ça. Moi je vais mettre des entreprises où je pense que la valeur va augmenter. Je ne mets pas Nvidia parce que c'est trop big, c'est trop, pour moi c'est un peu trop volatile parce que effectivement elle a beaucoup augmenté. Donc moi pour mon portefeuille je ne mettrai pas Nvidia. Mais attention, là ce que je vous dis, parce que je ne vous ai pas tout dit, c'est sur le court terme que je pense ça. Parce que moi je vois il y a 2 phases. Pour 2025 je vois 2 phases. De janvier à juin, la tech va baisser. Moi c'est mon analyse. Attention, ce n'est pas un conseil boursier que je donne, attention. Je prends des notes. Je pense que de janvier à juin, la tech va baisser. Okay. Par contre, de juillet à décembre, c'est là où ça va devenir intéressant. Il faut voir effectivement comment les entreprises tech vont s'adapter aux contraintes données par Trump. Il se peut que Trump décide d'annuler, et on peut voir effectivement, il faudra être hyper réactif, mais de janvier à juin, je pense que ça ne va pas bouger, et qu'on aura potentiellement de nouvelles choses, du coup, à partir de juillet. Il faut quelques mois pour que ça prenne. Ouais. Mais toute cette conclusion se fonde sur l'hypothèse que ce que dit Trump, ça va être appliqué. Ouais. Mais il n'y a pas tous les acteurs économiques qui considèrent que... C'est qui les acteurs économiques pour toi? C'est les investisseurs par exemple. Est-ce qu'ils ont tous foi en la parole Alors tu sais pourquoi Trump a été... tu sais qui a derrière Trump? Non mais... J'avoue la question était bizarre. En fait, Trump est beaucoup apprécié par les investisseurs. Les investisseurs aiment beaucoup Trump. Parce que si tu regardes quand il était au pouvoir, regarde le marché comment il s'est comporté quand il était au pouvoir il y a combien de temps? Il y a 5-6 ans?
Ouais, peut-être, je sais, j'ai pas la date en tête. Eh bien, les marchés sont très bien comportés. Moi, je suis pas dans la politique, je dis simplement, en termes de faits, l'économie américaine s'est très bien comportée. Et les investisseurs, ils veulent faire pareil. Les investisseurs aiment beaucoup Trump. Et tu verras que toutes les personnes qui ont investi, qui ont voté pour Trump, il y a une grosse part qui sont des investisseurs. Pourquoi Trump, il veut, je ne sais pas si vous avez vu, alors j'ai pas toutes les infos en tête, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler, mais la carte Gold, pour les, pourquoi il veut faire ça? Pour amener des investisseurs et qu'ils investissent sur le territoire. Et il y a des gens qui sont faits à la... Bien sûr. Ah oui. Ah, je t'assure, hein. Tu le vois pas, mais il y en a beaucoup. Hein. De certains investisseurs, 5 millions c'est énorme. Mais du coup, C'est rien du tout 5 millions pour des investisseurs. Non mais il y a des investisseurs, c'est des milliardaires. Pour eux, c'est quoi? C'est un bout de pain. oui, Hein du coup, moi j'aurais juste une Ouais. question. C'est la manière dont certains gérants pour la française. Ouais. Là, j'ai l'impression que ça dépend quand même beaucoup du profil du gérant. En fait. Tout à fait. La manière dont- Tout à fait. Donc ça va souvent être en fait, je ne veux pas dire contrebalancé, mais ça va être en association directe en fait avec les analystes, la manière dont toutes ces décisions-là peuvent se faire. Mais est-ce qu'un gérant a des conseillers en fait? Mais c'est les analystes. C'est les analystes. Donc Ah les oui. analystes sont des gens qui doivent suivre les infos. Ah mais totalement. Totalement, il y a des news tous les matins qui sont envoyées aux gérants, bien sûr. Parce que moi par exemple, je regarde certaines news, mais qui sont souvent du coup, bien évidemment, il va avoir leur politique, leur avis, des choses comme ça. Ouais. Gérer ça avec un modèle mathématique, ça va quand même être compliqué de traduire ce que là on dit et comment on pourrait nous l'appliquer dans notre modèle. C'est par exemple, tu avais émis cette hypothèse-là que, un fait qui est que les investisseurs, pendant que le premier mandat de Trump, Ouais. l'économie s'est bien comportée, des Ouais. choses comme ça. Mais beaucoup d'analyses, par exemple de certaines chaînes que je voyais, disaient que c'était les bienfaits de l'économie d'avant, les décisions économiques d'avant, Ok, je vois ce que tu veux dire. qui du coup se sont appliquées là. Donc moi je me dis, un gérant du coup, rationnel, si on prend le point de vue d'un marché rationnel, va se dire, est-ce que ça va forcément se reproduire de la même manière? Est-ce que tu penses qu'un gérant... Alors, tu as plusieurs types de gérants. Mais est-ce que tu penses qu'un gérant, il va se baser sur ce que disent... En fait, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, un gérant, il va regarder les différentes news de différentes enseignes. BFM, CNews, etc., etc. Parce que tu verras que les avis sont différents à chaque fois. Mais pourquoi? Ils n'ont pas les mêmes avis politiques, ils n'ont pas les mêmes idéologies. C'est ça. Ils n'ont pas la même vision économique. Et ça, il ne faut pas que ça prenne en compte, il ne faut pas que tu laisses... Enfin, faut pas que le gérant se laisse emporter par les avis de personnes qui ne connaissent pas du tout la finance. Enfin, en tout cas, il se base sur juste la politique, les convictions, etc. Parce que moi, honnêtement, les gérants, ils s'en foutent un peu des convictions de chacun. Eux, ce qu'ils veulent, c'est anticiper potentiellement comment le marché va évoluer. Okay, donc, il va se baser plutôt sur des faits. Ce que dit par exemple le président, l'impact est beaucoup plus important que ce que peut dire CNews ou BFM. Je n'ai pas d'autres, désolé. Par exemple. Voilà, France 24, exactement. Donc ça, encore une fois, ça va être intéressant parce qu'on peut effectivement voir comment les marchés vont évoluer et c'est à toi, au gérant, pardon, d'adapter son portefeuille en fonction de comment va évoluer le secteur tech. Okay. Alors attention, là c'est une hypothèse que je donne. Moi, de ce que je vois, de par mon expérience, je dirais plus ça aujourd'hui, mais je ne suis pas gérant de portefeuille. Je trade de mon côté, mais je ne suis pas gérant de portefeuille. Mais effectivement, de ce que je peux voir sur l'histoire des marchés financiers, sur comment les marchés se comportent en fonction des différentes actualités, eh bien, j'ai l'impression que ça se dessine plutôt pas mal. Okay. Donc voilà. Donc en termes de résultats, donc là c'est une projection que je fais. Donc effectivement, mon portefeuille il est très bas comparé au S&P. Parce que en fait, je me base sur l'évolution passée du S&P. Donc là, encore une fois, mon portefeuille, il est pas du tout, il est tout en bas même, comparé au S&P. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fonction des semaines, en fonction des mois, en fonction de l'actualité, je vais suivre de très près comment mon portefeuille va réagir en fonction des nouvelles actualités. Et là, on peut faire un point fin 2026, fin 2025, pardon, parce que 2026,
Voilà. On peut faire un point en décembre 2025 et on voit comment mon portefeuille s'est comporté. Ça serait marrant de voir ça. On se fait une petite visio et on voit comment mon portefeuille s'est comporté. Donc voilà, donc tout pour vous dire qu'effectivement, la gestion passive, elle est intéressante, elle est très intéressante et effectivement l'histoire vous montre que la gestion passive quand même réalise de belles performances, notamment sur les S&P 500. J'investis très tôt et je laisse mon portefeuille grandir, d'accord, en fonction des actualités. Et la gestion active, quand c'est bien réalisé, on peut voir qu'effectivement, je peux faire de très belles performances. Alors, j'aimerais juste insister sur un truc, parce que là, je vous montre des performances, etc. Mais c'est très dur de battre le marché. Ouais, je préfère le signaler, c'est très dur de battre le marché. Les gérants n'ont pas tout le temps raison. Okay, les gérants peuvent changer de stratégie du jour au lendemain. C'est ce qui fait que le portefeuille peut s'améliorer. Ok ? Tu avais une question, je crois ? Oui. En fait, on part toujours de notre exemple, on part toujours par rapport au S&P 500. Ouais. En fait, je me demandais, est-ce qu'il y a certains genres de portefeuille, par exemple, qui vont faire autre qu'une réallocation de domaine, mais aussi une réallocation géographique? Ah oui, totalement. Par exemple, vous décidez de mettre plus sur des entreprises peut-être européennes, totalement, ou d'autres pays que les États-Unis. Totalement, c'est exactement ça. Moi, je vous ai présenté un portefeuille très axé marché américain, mais tu peux bien faire un portefeuille mixte américain, européen, pays émergents. Ça dépend des anticipations du gérant. C'est tout. Ça dépend vraiment de l'anticipation de la stratégie du gérant. Et donc, du coup, ce que ça donne depuis 2019, on voit effectivement que, après ça reste des simules, attention, je précise, ça reste des simulations, et on voit effectivement, donc là on verra effectivement comment le portefeuille se comporte, mais ça reste des simulations. Okay, donc quand c'est bien fait, effectivement la gestion passive, active est beaucoup plus intéressante que la gestion passive. Et encore une fois, sur Morningstar, tu verras qu'il y a des gérants qui font des performances par mois de plus de 30%. Il y a des gérants qui font des performances énormes. Et donc du coup, le billet à l'entrée est beaucoup plus important. Typiquement, nous, à part si vous avez des millions sur le portefeuille, on ne peut pas investir. Les gérants qui font ce type de performance, c'est seulement pour les grandes entreprises ou des grands investisseurs. C'est pas des hedge... Qui ça ? Non, c'est pas des hedge funds, mais c'est un fonds d'investissement. Enfin, c'est pas la même stratégie, si tu veux. Hedge fund, c'est vraiment sur la vol, algo de trading, etc. Là, c'est vraiment basé sur un portefeuille d'actions. Les hedge funds, ils peuvent se baser plutôt... par exemple, moi, j'ai créé un algo de trading sur la vol, et moi, c'est que sur une action qui est très volatile. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais là, ce que je vous montre. Il y a des performances que je peux avoir qui sont très importantes, mais des baisses, des pertes qui sont aussi très importantes. Parce que c'est que sur la vol. Okay, mais si ça vous intéresse, ce type de conférence, par exemple, comment créer un algo de trading basé sur différents paramètres, ça on peut le faire aussi. Moi j'ai créé un algo, ça fait 2 ans que j'utilise personnellement, mais ça faisait 3 ans qu'on avait étudié la chose, on a essayé de la créer, améliorer, on est à la version V4, donc on l'a pas mal amélioré. Ça, si ça vous intéresse, on peut effectivement par la suite faire ce type de conférence aussi. Donc pour que la gestion active marche plutôt bien, il faut 3 points. Il faut effectivement les bonnes anticipations, le bon timing, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, j'étais un peu trop tôt, et bien gérer les coûts associés. Parce qu'en gros, si je fais beaucoup d'allers-retours sur les marchés, la performance va être réduite. Parce que là on va parler en millions. Les gérants de portefeuille gèrent des portefeuilles avec 10 millions d'actions, etc. Donc le coût de transaction, les coûts de transaction peuvent être très élevés. Donc faire très attention sur combien d'achats, combien de ventes je réalise dans le portefeuille. Ouais. Lorsqu'on a pris une décision, là, à chaque fois, on a pris du coup un contexte qui était... d'abord, on a pris un contexte qui était purement macroéconomique et sur lequel
les informations, finalement, même s'il y a des informations qui arrivent, la crise du Covid est toujours là. Et d'un autre côté, ensuite on a pris une décision politique. Ouais. En fonction des cas, est-ce qu'on ne peut pas identifier des secteurs qui vont réagir en fait plus ou moins rapidement par rapport à l'information? Parce que je me dis, par exemple dans le cas qu'on a pris, on se retrouve avec une incertitude plus grande qu'en cas d'inflation. Parce qu'en inflation, on sait ce qui va se passer. Alors, je vois ce que tu veux dire. En fait, les 3 scénarios que je vous ai donnés, c'est des scénarios qui sont plutôt faciles. Parce que le choc est tellement important que les indicateurs sont forts, sont fiables. C'est des indicateurs sur lesquels on peut se baser. Mais pour des événements où il y a un peu de moins de vol, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Là, on a eu cette chance, entre guillemets, d'avoir des scénarios pas très espacés dans le temps. Donc on a eu le Covid, l'inflation, Trump, mais il y a plein d'autres événements. Mais là, j'ai choisi des événements plutôt faciles à prédire, entre guillemets. Alors attention, il y a une information aussi que je souhaite dire. C'est facile de prévoir la direction d'un marché, mais c'est très compliqué de prévoir l'augmentation d'une action, du prix. Par exemple, est-ce que le prix va toucher les 10, les 15? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, déterminer, prédire l'évolution, la direction d'un secteur, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on va se baser sur des indicateurs macro, etc. Mais pour une action, c'est un peu plus compliqué. Mais par rapport aux events, il y a des events où c'est très difficile de prédire. C'est juste que là, le choc est tellement fort, le choc éco est tellement fort que c'est facile de prédire. Et puis, c'est des events qu'on voit souvent sur les marchés. Je vous conseille de regarder l'histoire des marchés financiers. Vous verrez que les crises, les épidémies, les pandémies, la hausse des taux, l'inflation, c'est des choses qu'on a vues et revues. Donc, ce n'est pas des choses nouvelles pour les marchés. Donc, c'est facile de prédire potentiellement l'évolution. Encore une fois, je parle de direction des marchés, à la hausse ou à la baisse. Donc, c'est juste par rapport à ces chocs-là qu'on a déjà vus dans le passé. Et vous verrez, dans les années futures, on les aura encore, ces trucs. Hein. Sous une autre forme, mais similaire. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour les marchés, c'est cyclique. Hein. Donc, on reverra des événements qu'on a vus dans le passé. Il faut juste anticiper, revoir un peu comment ça s'est passé, quels étaient les scénarios similaires dans le passé et voir comment le marché ou les secteurs se sont comportés en fonction de l'événement. Ok. Donc voilà. Après, aujourd'hui, c'est une stratégie que je backteste et c'est des stratégies qu'on voit de plus en plus. Je vais avoir une approche hybride, c'est-à-dire je vais avoir un noyau solide sur la partie passive, c'est-à-dire je vais acheter potentiellement un ETF S&P 500. Je vais avoir une poche active-réactive où là, typiquement, c'est une part de mon portefeuille où je... Donc là, typiquement, ce qui est intéressant, c'est que là, pour la partie risque, ça devient intéressant parce que j'ai un noyau solide côté gestion passive et une poche où je peux prendre un peu plus de risques. Ok ? Donc ça, c'est une stratégie qu'on voit de plus en plus, c'est une stratégie hybride. Et en fonction de l'actualité, je vais jouer sur le poids de ces deux aspects dans mon portefeuille. Ok ? Ça, c'est pour information. Conclusion. Donc, si on devait conclure du coup sur cette présentation, effectivement, donc la gestion passive, elle est intéressante pour effectivement les personnes qui débutent en bourse ou des gérants de portefeuille, mais plus sur une approche hybride. Et la gestion active, c'est plutôt pour des investisseurs ou des gérants de portefeuille qui connaissent, qui savent un peu ce qu'ils font. Mais il faut effectivement que les 3 critères soient acceptés, soient satisfaits. Donc, l'anticipation, il faut que l'anticipation soit bonne. Il faut que le timing soit bon, et ça c'est très dur de savoir quand est-ce que je vais me positionner, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ensuite, faire attention au coût et à la gestion du risque. Coût des transactions, je parle. Est-ce que vous avez des questions ? Non, ça a l'air d'être pas mal.
Merci à tous. Et puis, comme je vous ai dit, là, vous avez le QR code. Si vous souhaitez booker un créneau de 30 minutes avec moi, alors ils sont limités parce que je n'aurai pas beaucoup de temps, mais je peux me rendre disponible. Et si jamais vous souhaitez avoir plus de créneaux, voilà, vous pouvez nous contacter. Donc, vous avez l'adresse mail d'Iris. Je vous communiquerai aussi mon adresse mail et on pourra effectivement ouvrir d'autres créneaux. Ok, alors très important, ce créneau, en fait, c'est plutôt si vous souhaitez discuter peut-être de la conférence. Moi, je peux vous parler de ça pendant des heures, ou tout simplement vous projeter sur les missions que nous avons. Par exemple, de l'IT-Coin, du dev, du support, etc. On pourra vous présenter les missions. Les missions, je les ai, je peux vous en parler. Ok ? Donc voilà, donc merci à tous. Et puis, encore une fois, très content d'être là. Et si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Ok ?